L'actualité des meetings en 2014, donc je vous ai fait un petit pot pourri entre les recommandations de l'ECO, quelques études qui sont sorties au niveau de l'ECO, de la DDW et des recommandations également au niveau des journées francophones. Alors, quelles ont été les recommandations de l'ECO en 2014? Tout d'abord, concernant la maladie de Crohn moyennement active de l'idéocécom, qui doit être traité tout d'abord par le budesonide et éventuellement les corticoïdes systémiques. Par contre, les anti-TNF-alpha pourront être utilisés comme une alternative pour les patients qui sont réfractaires ou intolérants aux corticoïdes. Et ce qui a été recommandé également, c'est que pour les patients qui ont des poussées peu fréquentes, il peut être approprié de reprendre des corticoïdes associés à un immunosuppresseur. Dans les formes sévères, il est recommandé d'utiliser directement les corticoïdes systémiques, mais également la stratégie à partir des anti-TNF-alpha est appropriée chez les patients rechuteurs. Et la chirurgie est une alternative qui est dite raisonnable chez les malades réfractaires au traitement médical et doit être également discutée. Et chez les patients qui ont peu de poussées, il peut être approprié de reprendre des corticoïdes avec un immunosuppresseur. Chez les patients qui ont des critères de mauvais pronostic, dont je vous le rappelle dans le petit encadré à côté, ce sont les patients qui seront les meilleurs candidats à l'introduction précoce des immunosuppresseurs. Et chez les patients qui ont une maladie très active avec des critères de mauvais pronostic, les anti-TNF-alpha devraient être initiés au début de la maladie. Alors en fait, dans tout ça, qu'en est-il de la combothérapie? Puisque c'est depuis l'essai Sonic, l'utilisation du Rémicade chez les patients naïfs, que l'association infliximab-azathioprine est supérieure dans la rémission sans corticoïdes, ainsi que dans la cicatrisation muqueuse, que chaque molécule de façon en monothérapie. Un autre essai qui est paru à l'ECO 2014, c'est l'essai REACT. C'était un essai randomisé qui comparait la combothérapie précoce avec de l'adalimumab et le traitement conventionnel. En fait, le traitement conventionnel était un traitement par step-up surveillé et la combothérapie précoce. Donc on voit très bien sur cette étude que bien évidemment à 1 an et à 2 ans, les patients en combothérapie étaient plus importants que ceux qui restaient simplement en traitement conventionnel. Par contre, sur le taux de rémission à 12 mois, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, ce qu'on voyait également, c'est que le taux d'hospitalisation en 24 mois, qu'on ait la stratégie conventionnelle ou la stratégie combothérapie précoce, il n'y avait pas de différence. Par contre, les taux de complications dans la combothérapie précoce, ainsi que le taux de chirurgie étaient bien inférieurs. Autre essai dans la RCH, c'est l'essai Success, avec le Rémicade chez les patients naïfs. On voit également que chez ces patients, l'association thérapeutique, la combothérapie, permettait une meilleure rémission sans corticoïdes. Par contre, la cicatrisation muqueuse, il y avait peu de différence entre la combothérapie et l'association du Rémicade. Une autre étude, combothérapie précoce avec l'adalimumab, on voit dans cette étude que l'association ou la monothérapie ne modifiait pas grand-chose chez les patients en semestre sans poussée et en poussée de la maladie de Crohn. Par contre, ce qui avait été notable, c'est que la présence d'une combothérapie durant le premier semestre avec l'adalimumab permettait un moindre échappement thérapeutique et un nombre moindre de poussées. Une autre étude également, une méta-analyse, qui mettait en évidence que dans le traitement d'induction, il y avait plus de rémission clinique et la réponse était un petit peu identique, mais par contre, il y avait bien sûr un bénéfice à associer un immunosuppresseur à l'adalimumab en traitement d'induction. Par contre, il n'y avait aucun bénéfice à associer au long cours un immunosuppresseur à l'adalimumab, que ce soit pour la réponse clinique ou la réponse endoscopique. Autre recommandation, c'est le diagnostic de la récidive
post-opératoire, la recommandation, bien sûr, c'est l'iléocoloscopie dans la première année, suivant la chirurgie, c'est l'examen de référence. Par contre, certaines alternatives qui émergent actuellement, c'est le dosage de la calprotectine fécale, l'échographie, l'entéro-IRM et éventuellement la vidéocapsule. Alors, est-ce qu'il faut prévenir la récidive post-opératoire? Cette prévention est indiquée chez les patients qui ont au moins un facteur de risque de récidive. Les médicaments qu'on peut utiliser sont soit les immunosuppresseurs, soit les anti-TNF. Par contre, la mésalazine à forte dose peut être également une option chez des patients qui ont une résection iléale isolée. Les traitements antibiotiques imidazolés sont également efficaces, seulement il faut les donner au long cours et ils sont mal supportés. Donc le traitement préventif à long terme est recommandé. Alors voilà ce qui était recommandé en 2013, donc la coloscopie en traitement préventif en fonction des facteurs de risque de rechute. S'il n'y avait aucun facteur, on ne donnait aucun traitement ou un traitement par mésalazine. S'il y avait un facteur, j'ai perdu la flèche, un facteur d'isopurin, s'il y avait des facteurs multiples, plutôt un anti-TNF. Puis en fonction de l'endoscopie, on pouvait adapter le traitement en fonction du score de Ruders. Soit le Ruders était inférieur à I2 et on pouvait poursuivre le traitement en cours, avec éventuellement un contrôle endoscopique à 2 ans. Sinon, il fallait faire une adaptation thérapeutique. Alors, quelques études à la DDW, en particulier sur la calprotectine fécale. Ça, il ne s'agit pas d'une étude portant sur des patients opérés. Par contre, c'est une étude pour essayer de prédire la récidive chez un patient sous anti-TNF-alpha. Et effectivement, on voit dans cette étude qu'un dosage de la calprotectine fécale inférieur à 200 avait une très bonne valeur prédictive négative pour la rechute dans les 4 mois. Et de même, cet intérêt de dosage de la calprotectine est valable, quelle que soit la localisation, que ce soit une localisation iléale ou que ce soit une localisation chronique. Cette autre étude également est très intéressante puisqu'elle s'est intéressée à savoir s'il fallait traiter immédiatement par immunosuppresseur en post-opératoire ou s'il fallait simplement adapter le traitement après coloscopie au bout de 6 mois. Donc, dans cette étude, dans le bras A et dans le bras B, en fait, on s'est intéressé à la guérison endoscopique, à la cicatrisation muqueuse, et on voit qu'il n'y avait pas de différence significative, que ce soit au niveau de la rémission endoscopique ou au niveau de la rémission clinique, que ce soit traité par azathioprine immédiatement ou seulement en fonction de la récidive endoscopique. Une autre étude, qui est une étude australienne, qui est un petit peu compliquée, c'est l'étude Booker. C'était un essai stratégique de prise en charge de la récidive post-opératoire en fonction de la coloscopie à 6 mois versus un traitement médical adapté en fonction des facteurs de risque. Donc, les patients étaient traités en fonction de leur niveau de risque avec simplement une surveillance clinique. Et puis, dans un autre groupe de patients, la coloscopie était réalisée à 6 mois et le traitement était adapté en fonction de la récidive. Donc l'objectif principal était de juger du taux de rechute post-opératoire à 18 mois. Et donc on voit que chez les patients qui ont une coloscopie à 6 mois, le taux de rechute était un petit peu inférieur. Par contre, les taux de rechute à 18 mois, même chez les patients qui avaient une coloscopie, un certain nombre de patients étaient résistants dans les formes de rechute graves au traitement médical. Et là également, le dosage de la calprotectine fécale, si son seuil était inférieur à 100, avait une très bonne valeur prédictive négative pour dépister une rechute post-opératoire. Par contre, dans un sous-groupe de patients dont le traitement avait été intensifié à 6 mois en fonction de l'endoscopie, vous voyez qu'un an plus tard, vous avez bien répondu au traitement médical. Qu'en est-il de la maladie de Crohn fistulisante? S'il s'agit d'une fistule anale simple et symptomatique, il faudra un traitement qui peut être
la mise en place d'un céton qui peut être combiné avec un traitement antibiotique. C'est la stratégie de choix. Et puis, chez un traitement en deuxième ligne, on peut associer l'éthiopurine ou les anti-TNF chez les patients qui ont une fistule simple, récidivante ou réfractaire aux antibiotiques. Par contre, pour les fistules périanales complexes, le traitement par anti-TNF peut être utilisé en première ligne, mais après un drainage chirurgical s'il est nécessaire. Le traitement combiné par antibiotiques, ciprofloxacine et anti-TNF va améliorer le pronostic à court terme. On peut également discuter la combinaison d'une combothérapie et les immunosuppresseurs, les anti-TNF, le drainage par céton ou l'association traitement médical-drainage peut être utilisé en traitement d'entretien. Et par contre, les patients qui sont réfractaires au traitement médical doivent être discutés pour une iléostomie de dérivation et en dernier ressort pour une protectomie. Alors, est-ce qu'on a modifié avec nos nouveaux traitements, nos anti-TNF, est-ce qu'on a modifié l'évolution des lésions anopérinéales? Donc, c'est une étude rétrospective de cohortes. Une cohorte qui va de 91 à 2000, puis une cohorte où est apparu alors les anti-TNF. Et donc, le critère d'analyse était la rémission plus ou moins profonde à 5 ans. Et on voit dans cette étude que 35% des patients n'avaient pas cicatrisé donc, au bout de 5 ans. Et il n'y avait pas de différence en fait, sur les taux de rechute entre les deux cohortes. Donc, malgré l'avènement des immunosuppresseurs et des biothérapies, malheureusement, l'évolution des lésions périnéales reste défavorable. La pertinence de la cicatrisation muqueuse, donc la cicatrisation muqueuse, elle doit être évaluée, même si les symptômes cliniques sont contrôlés, puisqu'elle est corrélée à une diminution de la chirurgie, des hospitalisations, elle va permettre le maintien de la rémission après le traitement d'induction. Donc là, je vous rappelle la date de jugement de la cicatrisation muqueuse. Pour la rectocolite hémorragique, la rectocystoscopie dans les 6 à 8 semaines de traitement, et pour la maladie de Crohn dans la première année de traitement. Une étude également intéressante chez des patients en rémission endoscopique. Donc une étude de Chicago chez des patients qui étaient atteints de rectocolite depuis au moins 1 an avec des coloscopies totales. Il était recherché donc une correspondance entre la réponse endoscopique et la rémission histologique. 60% des patients de cette étude étaient en rémission endoscopique. La plupart avaient une rémission histologique, ce qui est donc très important pour éviter les risques de rechute. Par contre, un certain nombre n'avaient pas de rémission histologique. Et ce qui est un petit peu étonnant également, c'est que certains qui n'avaient pas de rémission endoscopique continuaient à avoir une atteinte histologique. Est-ce qu'il faut s'intéresser également aux anomalies histologiques au cours de la maladie de Crohn en rémission? Cette étude avait pour but de déterminer la valeur pronostique de la cicatrisation histologique au cours de la maladie de Crohn en rémission clinique. Et donc, il était recherché les signes d'activité histologique qui étaient l'inflammation, la présence d'une infiltration par les neutrophiles au niveau de la lamina propria, des éosinophiles et des cryptites et des abcès cryptiques. Et on voit que s'il y a une présence d'un signe d'inflammation, et en particulier des signes plus graves, c'est-à-dire l'inflammation par éosinophile et l'existence d'une cryptite, le risque de récidive clinique était augmenté. Donc je pense qu'il faut effectivement s'intéresser à la cicatrisation histologique au cours des nuits. Tout le problème est le problème du maintien en rémission après le traitement médical d'induction. On sait tous qu'il y a des pertes de réponse aux anti-TNF-alpha. En fait, les pertes de réponse à un anti-TNF-alpha doivent être prises en charge par une optimisation du traitement qui peut être faite soit par une augmentation de la dose ou une diminution de l'intervalle interdose. Et si l'optimisation de la dose est inefficace, on peut proposer un switch d'anti-TNF-alpha. Et si elle est disponible, la mesure des taux résiduels d'anti-TNF et des anticorps antidrogue peuvent être utilisés pour guider la stratégie d'optimisation thérapeutique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une perte
d'efficacité, c'est lié à la pharmacocinétique des anti-TNF-alpha, qu'on nous l'a bien montré Guillaume Dugan au cours des GIFOD. Ça peut être lié à des pertes digestives de l'anti-TNF-alpha et aux ulcérations. Ça peut être lié aux concentrations d'anti-TNF-alpha, l'albuminie qui est basse, la CRP élevée, perte un peu plus importante chez les hommes et en fonction du poids. Et puis l'existence d'une immunisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Donc, on va suivre ce que vous a dit Mathieu Hallez. Il faut vérifier l'activité de la maladie sur sa présentation clinique, sur les marqueurs biologiques de l'inflammation, sur l'endoscopie et par imagerie, et surtout vérifier que le patient soit bien adhérent au traitement. Et puis, il y a des pièges à connaître. Puis, avoir une inflammation qui n'est pas liée à l'évolutivité de la maladie, ça peut être des surinfections, ça peut être d'autres origines. Il peut y avoir des complications comme des sténoses, des fistules, des abcès. Et puis d'autres pathologies, certaines liquides sont cicatrisées mais continuent de garder des doléances de type syndrome de l'intestin irritable. Il faut les connaître. Donc qu'est-ce qu'on va faire en pratique? Bien sûr, s'il y a des sténoses, on peut aller à la chirurgie avec des résections traitementaires, des sicluroplasties, on peut ajouter de la corticothérapie, associer des traitements locaux. Et puis associer également des immunosuppresseurs comme les turpurines et le méthotrexate. Et certaines études ont bien montré qu'en associant des immunosuppresseurs, cela permettait d'augmenter les taux d'anti-TNF circulants. Et puis on peut modifier sa biothérapie, soit faire un switch dans la même classe entre les anti-TNF. Donc là, vous voyez deux études qui ont permis l'amélioration de la réponse clinique. Et puis il y a d'autres thérapies qui commencent à arriver, qui sont les autoroutes. Alors, on parlait tout à l'heure du dosage de l'anti-TNF et des anticorps. Effectivement, ça va permettre d'aider dans la stratégie thérapeutique. Donc, si on a un taux circulant d'anti-TNF qui est bas et qu'il n'y a pas d'anticorps anti-drogue, on va augmenter la dose, soit en rapprochant les injections, soit augmenter la dose. Par contre, si le taux d'anti-TNF est élevé, il peut être disponible, donc on va soit switcher dans la classe, soit dans une autre classe, soit ajouter des immunosuppresseurs. Et puis, si le taux est bas et qu'il existe des anticorps, on peut augmenter la dose qui peut également permettre de diminuer les taux d'anticorps, ajouter des immunosuppresseurs ou switcher dans la classe ou dans une autre classe. Et puis, il y a les nouvelles biothérapies qui arrivent, en particulier le vedolizumab, l'anti-MACAM qui sont des anti-intégrines, et puis les anti-interleukines avec des études sur l'ustekinumab. Alors voilà une première étude sur le vedolizumab chez des patients naïfs et des patients en échec d'anti-TNF-alpha. C'était une étude sur la réponse clinique sur diminution du CDAI inférieur à 150 ou une diminution de 100 points du CDAI. Et on voit que le traitement par vedolizumab était efficace non pas à la semaine 6 mais à la semaine 10, que ce soit chez les patients en échec d'anti-TNF ou chez les patients naïfs d'anti-TNF, avec une bonne tolérance dans les deux. Le tralokinumab est actuellement en essai de phase 2 dans la rectocolite hémorragique, avec un critère de jugement de réponse clinique, c'était une diminution du score Mayo de 30%, la rémission clinique, qui était une diminution également du score Mayo qui devait être inférieur à 2, et la cicatrisation muqueuse où on devait obtenir un sous-score Mayo à 0. Le critère de jugement principal, qui était la réponse clinique, n'a pas été totalement atteint. Par contre, on voit bien qu'il y a des signes objectifs qui sont très encourageants d'efficacité au niveau de la rémission clinique et de la cicatrisation muqueuse. Alors, que vous dire des recommandations de l'ECHO en 2014? Donc, on s'oriente tout à fait vers une prise en charge thérapeutique personnalisée en prenant en compte l'activité de la maladie, les éléments de mauvais pronostic. Il faut savoir juger des facteurs de risque de rechute post-opératoire avec différentes stratégies thérapeutiques. Il faut surveiller très strictement les patients, que ce soit par la biologie, la calprotectine, par l'endoscopie, pour permettre une optimisation thérapeutique. Puisque l'objectif est la cicatrisation muqueuse, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la cicatrisation histologique pour éviter les rechutes de nos patients? Tout ça, c'est encore en cours d'étude. Et puis, il faut
procéder des dosages sériques d'anti-TNF-alpha et des anticorps anti-antidrogue. Et puis on attend bien sûr la sortie des nouvelles molécules qui vont peut-être nous permettre de traiter certains de nos patients réfractaires.